Donc oui, je suis Augustin Veillot, je suis associé au sein de Chapuis Alder, qui fait désormais partie du groupe Capgemini, Capgemini Invent plus précisément. J'interviens auprès de deux groupes au sein de France Post Marché, la partie Market Data et bien entendu l'Observatoire de la conformité. Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelques éléments sur... Ça s'appelle... Aujourd'hui, je vais vous partager quelques éléments clés sur Prips. Il me reste 8 minutes, donc je vais essayer de faire un tour d'horizon assez rapide. EMIR Refit entre en vigueur à la fin du premier trimestre 2024. On voit une multiplication des événements et des papiers sur ce sujet, puisqu'il va falloir s'y préparer. Il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte. Et certains d'entre vous ont dû assister à une conférence d'une association partenaire de France Post Marché, la MAFI, qui s'est tenue début décembre et qui était très instructive sur ce point. Je vous invite à prendre connaissance du document et partager sur leur site. Alors, en quelques minutes, pourquoi EMIR Refit? Donc, bien entendu, dans le prolongement d'EMIR, l'idée était de répondre à certains manquements, à certaines insuffisances d'EMIR pour aller un petit peu plus loin et donc étendre le champ, que ce soit de la soumission, de la réconciliation ou du jumelage, dans le jargon, le pairing, et puis le matching. Également réduire le volume de rejets, puisque beaucoup de rejets étaient constatés, notamment dus à des problèmes de data quality. Ce qui amène également à l'idée d'améliorer la qualité et la précision du reporting avec l'ajout d'un certain nombre de champs. Alors, marqué ici 74 champs, s'ajouter en net, puisque certains champs ont été retirés puisque jugés non utiles. Pour vous donner également quelques jalons, donc en septembre dernier ont été publiées les spécifications techniques des RTS relatives à l'Unique Product Identifier. On détaillera un petit peu plus tard ce à quoi cela réfère. Et juste avant Noël, un petit cadeau sous le sapin, le rapport final de l'ESMA qui précisait la manière dont appliquer les nouveaux RTS et ITS. Le lien, par ailleurs, pourra vous être communiqué par la suite. Deux éléments clés à retenir par la suite. Donc, le fin avril 2024, l'entrée en application de la partie européenne d'EMIR Refit. Et a priori, 3-4 mois plus tard, donc au troisième trimestre 2024, la partie UK. Je le mentionne puisque pour les établissements qui seraient soumis à un double reporting, il faudra tenir compte des éléments qui pourraient diverger entre ces deux réglementations. Pour l'instant, pas trop de divergences sont attendues. Alors, comment s'y préparer? C'est bien entendu la palissade. Hein, l'application d'EMIR Refit dépend bien entendu de l'établissement auquel il s'applique, mais les grandes choses dont il faut tenir compte, c'est à la fois les nouveaux champs et les nouvelles données. Le backloading des transactions qui étaient sous un format EMIR. Et donc, pour cela, la réglementation donne une fenêtre de 6 mois pour mettre les transactions encore live à la date d'entrée en vigueur sous le nouveau format, avec donc les données additionnelles, et notamment UPI et UTI. Tenir compte, bien entendu, des convergences ou des divergences entre EU et UK, EMIR Refit. Et puis également prendre contact avec certaines contreparties pour obtenir des informations complémentaires, notamment sur la partie de la jambe de la contrepartie. Certaines informations sont nécessaires. Donc, ça nous laisse un petit peu plus d'un an à partir de maintenant pour s'y préparer. Typiquement, donc ça engage plusieurs phases. On va dire, qui débute par un mapping des données, le lineage des données, donc pour sourcer l'ensemble des données qui devront être reportées sur ces transactions dérivées OTC, suivi des développements IT, des phases de AT, pour être prêt en avril 2024. On peut passer peut-être à la suite. Voilà. Donc on a tenté de regrouper les principaux changements
selon 5 familles. Alors là, le focus est sur la partie européenne, ce qui nous concerne plus particulièrement. Je vais faire assez vite. On pourra peut-être dans le verbatim donner un peu plus de détails sur chacune de ces 13 éléments. Un petit peu de temps. Donc pour vous donner les grands changements sur la partie data, on a 74 données additionnelles, on passe de 226 à 203. Encore une fois, c'est en net puisque certaines données ont été retirées. On a un nouveau format de reporting, ISO 2022. Vous avez certainement dû en entendre parler dans vos établissements puisque c'est un format de reporting qui est utilisé dans le cadre d'autres reporting type SFTR. L'idée étant de donner plus de données métiers avec ce format et un format plus lisible. On a également de plus grandes exigences en matière de rapprochement, réconciliation des données de manière à améliorer la qualité. Donc avec de nouvelles catégories, pairing, reporting type, revived, voilà, un certain nombre de catégories et de valeurs attendues. Sur la partie reporting, la logique de reporting a été, on va dire, modifiée, enrichie avec l'ajout de deux nouveaux section types et l'introduction des event types. Alors, pour les new action types, on a le post-trade risk reduction et le step-in. Pour les event types, nous avons donc le revive qui permet, ça c'est un point très important, de pouvoir, si l'opérateur a effectué une erreur, de pouvoir, on va dire, ressusciter une transaction et la reporter. Et le champ Maru pour les updates sur les échanges les appels de marge et les échanges de collatéraux. Sur la partie identifiant, deux points majeurs. L'introduction d'un UTI global, donc Unique Transaction Identifier, qui est constitué du LEI, la contrepartie qui reporte, et puis ensuite d'un identifiant unique lié à la transaction. Ce point, il est majeur puisqu'il est global et permettra également une harmonisation avec d'autres réglementations et reporting type CFTC à l'échelle mondiale. Et deuxième point majeur, l'harmonisation de l'Unique Product Identifier qui permet de pouvoir agréger par type de produit un ensemble de transactions et donc qui permet aux régulateurs de voir on va dire, les concentrations par famille et type de produit. Cela implique pour les établissements un certain nombre de contrôles et d'obligations. Sur la partie contrôle, bien entendu, une capacité à détecter les anomalies rapidement, à déterminer le périmètre et l'étendue de l'anomalie et bien entendu mettre en œuvre des actions de remédiation. L'idée étant pour ces contrôles d'avoir une action préventive, donc avec des contrôles préalables à la soumission qui permettent d'éviter des rapports de mauvaise qualité. Un aspect également détective avec des contrôles après la soumission de manière à identifier les rapports qui pourraient être de mauvaise qualité ou erronés. Et enfin, bien entendu, la capacité à pouvoir remédier, donc à recharger les données pour les reporter selon les bonnes normes et standards de qualité. Et sur la partie obligation, bien entendu, un renforcement de la capacité des établissements à reporter les breaches donc, qui pourraient être identifiés dans le cadre des contrôles précédemment mentionnés aux autorités nationales compétentes, au NCA. Et puis également de pouvoir informer dans le cas où un établissement déléguerait son reporting soit à un établissement tiers, soit à la contrepartie, de pouvoir informer les contreparties pour lesquelles l'établissement transmet les informations au Trade Repository de potentiels problèmes, que ce soit sur le reporting en tant que tel, a-t-il été soumis oui ou non, et également sur son contenu, est-il de qualité oui ou non. Et puis bien entendu, je l'ai mentionné précédemment, il y a une période de grâce pendant laquelle
les transactions au format précédent peuvent être rechargées au nouveau format.